Bojona retrouve son envergure d'avant. Si Bojona, à un moment donné, a cru dans sa vie que Faure va lui redonner un grand ministère pour qu'il devienne le Bojona des années 2005, 2004, 2004, 2005, 2000, combien là, il se trompe. Puisque Faure lui a pris toutes ses forces. Et voilà, il est ici, ouais. Il l'a envoyé en prison, Bojona est revenu vers lui, et Bojona est à ses services. Et donc, et comme Bojona n'a pas d'autre source de revenus que la politique, mais attendez, mais il sait qu'il est à son service, il lui donnera ce qu'il veut. Et Bojona ne peut pas aller plus loin que ça. C'est tout. C'est ça la réalité politique. Puisque Bojona a été présenté comme un dispositif important dans le système de Faure. Mais quand Bojona a quitté la barque, pendant 10 ans, le dispositif a tenu. Donc en réalité, Faure s'est passé de Bojona. Donc, si c'est passé de lui pendant 10 ans, s'il est revenu aujourd'hui, il va lui donner des responsabilités de moindre envergure. Il ne va pas le mettre à un poste important pour qu'il retrouve sa force d'avant. Je serai à sa place que je ferai pareil. Donc, ne soyez pas surpris que Bojona ne soit pas dans ce gouvernement. Peut-être qu'il va le nommer, comme il y a encore 3 postes qui sont un peu vacants, 3 postes qui sont en l'air, ministère de la fonction publique, ministère des transports et ministère... bon, l'armée c'est pour lui. Peut-être qu'il va le caser quelque part. Mais pour le moment, Bojona doit attendre. Il doit pas suivre en différé. Vos patrons suivent en différé. Ceux qui ne veulent pas suivre directement, ils suivent en différé. Quand je finis, ils suivent tranquillement. Au rassemblement, on vous a dit de ne plus suivre les lives de Ferdinand. Les militaires aussi. Vous pouvez suivre en différé. Il n'y a pas de souci. Quand je finis, vous allez suivre après. Vos patrons font pareil. Les officiers font pareil. Beaucoup m'envoient d'ailleurs des félicitations. Donc, moi je suis l'homme du peuple. Hein. Je parle de tout le monde. Vous pouvez noter cet article-là dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez un seul article dans la nouvelle constitution qui donne le pouvoir à Faure Gnassingbé de former le gouvernement, de nommer les ministres? Juste une question que je pose. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est une observation de forme. C'est la première des choses. Est-ce que vous connaissez un article qui dit explicitement que c'est Faure Gnassingbé qui forme le gouvernement? Est-ce que dans le décret qui a été lu sur la TVT, est-ce que celui qui a formé le gouvernement a visé une disposition particulière de la Constitution? C'est-à-dire, vu la Constitution, vu l'article, vu ça, le président de la République ou bien le PCM nomme. Est-ce qu'une disposition a été visée dans la Constitution de façon précise? Je suis sur la forme. Est-ce que la Constitution donne les prérogatives à Faure Gnassingbé de nommer le gouvernement? Est-ce qu'en nommant le gouvernement, il a visé une disposition particulière? Vous avez entendu M. Stanislas Babouni Baba lire à la télévision la nomination des ministres. Est-ce qu'il a visé une disposition particulière? Article tant, chapitre tant, ceci tant. Est-ce qu'il a visé ça? C'est une question que je laisse dans la masse. C'est une question que je pose et je laisse dans la masse. Je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas juriste, mais mon sens de journaliste, puisque le journaliste est quelqu'un qui embrasse toutes les disciplines, m'amène à vous poser cette question-là après avoir parcouru les documents. Si quelqu'un a cette réponse-là, la personne peut nous répondre, peut-être que nous sommes des ignorants et on appréciera. Voilà ce que j'ai à dire sur la forme. Sur le fond, Faure Gnassingbé a passé 5 mois pour nous sortir d'un gouvernement incomplet, puisqu'il a rattaché des ministères à son poste. Ça veut dire pendant 5 mois, il n'a rien fait. Il a formé un gouvernement incomplet. Puisque le ministère du Travail, ou bien comment ils appellent ça, fonction publique, est rattaché au PCM ou PC. Le ministère de la Défense est rattaché. Le ministère des Transports est rattaché. Donc ça veut dire que le mec, il a passé 5 mois à ne rien faire. Pendant 5 mois, il n'a pas pu former un gouvernement qui est au complet. Pendant 5 mois, il n'a pas été capable de former un gouvernement complet et se mettre immédiatement au travail. Il forme un gouvernement incomplet, donc alors je vous parle, le gouvernement est élastique. C'est-à-dire, demain,
il pourra prendre un décret isolé, normalement peut-être un autre individu, après demain il va prendre un autre décret isolé, normalement un autre individu, donc le gouvernement restera un gouvernement élastique. Quand on vient plaider la cause de quelqu'un qui pleure à la maison, on dit ah, que lui là, il pleure parce que vous n'avez pas nommé. Il dit ah, je l'ai oublié, je le nomme au transport. Ah, il y a l'autre baron là, les gens de sa préfecture ne sont pas contents parce qu'eux n'ont rien eu. Il dit ah, que je l'ai oublié, je le nomme à la fonction publique. Ah oui, il y a quelqu'un qui se plaint aussi dans 5e continent, qu'eux, ils n'ont rien eu. Il dit ah, je vais le nommer à la défense. Donc, le gouvernement, il a passé 5 mois pour former un gouvernement incomplet. Ça veut dire que ça ne travaille même pas au sommet de l'État. Les gens passent le temps à s'amuser. Ça veut dire que les gens ne travaillent pas. Ça veut dire que la priorité, ce n'est pas le pays. Si la priorité était le pays, il ne peut pas former un gouvernement incomplet après 5 mois d'attente. Il fait 5 mois pour sortir d'un gouvernement incomplet. Et il rattache des ministères au PC, alors que lui-même, il est le premier des ministres. C'est-à-dire qu'il faut Gnassingbé ne peut pas rattacher des postes à lui. Parce qu'il est le premier des ministres. Il est le primus inter pares. Les gens ne veulent pas qu'on l'appelle premier ministre, mais il est premier ministre. Il est le premier ministre. Et d'ailleurs, je vais poser l'autre question fondamentale. Qui ira à l'Assemblée présenter ces valises que vous voyez là, que je vous ai montrées, en l'espèce, c'était par Askai qui sont partis. Et vous allez voir sur la carte d'embarquement que ces valises-là, la destination, c'était, vous allez voir que c'est Bamako. Mais je ne sais pas si c'est la destination finale. Je ne veux pas que les gens aillent dans les interprétations. Sur la carte d'embarquement, vous allez voir que c'est Bamako. Est-ce que c'est juste un point de transit? Je n'en sais rien. Mais c'est un phénomène qui est très inquiétant dans notre pays aujourd'hui, où on sort des valises d'argent. On a même récupéré les pièces d'identité de certains individus qui sont les convoyeurs, que je ne vais pas exposer tout à l'heure ici, parce que on poursuit par d'autres moyens les investigations. Donc, beaucoup de valises sortent, parfois toutes les semaines, parfois 2 semaines, de Lomé, et ces valises sont transportées par des individus bizarres, étudiants sur la carte d'identité, élèves et apprentis sur la carte d'identité. Un étudiant a trouvé un sac d'argent ou une valise d'argent où pour la transporter. Donc, je voulais exposer ce truc-là pour que l'opinion soit au courant de ce qui se passe à l'aéroport de Lomé, où même le dispositif de contrôle est tellement défaillant, les machines sont en difficulté, mais la seule chose qui marche, c'est quand les Togolais de la diaspora rentrent, on les contrôle jusqu'au slip. Là, ils ont une liste avec eux, ils ont répertorié des gens, et quand on prend ton passeport, on te fait traîner un peu, on te blague un peu, on te dit ah, comment ça va, tu es bien arrivé, le pays est difficile. Pendant ce temps, on est en train de vérifier si tu es sur la liste des gens qui sont recherchés. Parce qu'ils ont une liste de tous les activistes, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des commentaires, ils ont toute une liste à l'aéroport. Et quand tu arrives, tu donnes ton passeport, on va fouiller pour voir si tu es sur la liste, et si tu es sur la liste, on t'embarque en même temps. C'est la seule chose qui marque à l'aéroport. Tout le reste là, c'est passoire. L'aéroport est devenu, je sais pas, la cour du roi Péto, et des individus passent par l'aéroport avec des valises d'argent qu'il faut monter en cabine et ils partent du pays. Où se trouve la douane, où se trouve l'OTR, où sont les services de blanchiment d'argent qui sont à l'aéroport? Pourquoi personne n'interpelle ces gens-là? À qui appartient cet argent? Ces valises d'argent qui sortent du pays, ça appartient à qui? Qui est derrière ça? Qui organise la sortie de ces valises d'argent du pays? Donc voilà, on a d'autres documents qu'on a récupérés, mais que je ne vais pas passer ici. D'abord, pour ne pas exposer des sources. Mais sachez que
on n'a pas seulement les cartes d'embarquement, on n'a pas seulement les photos de valises, on a les identités de certains individus qui ont convoyé ces valises. Et pas plus que la semaine dernière, d'autres valises sont sorties aussi. Les photos là, il y a cela 3 semaines. Mais la semaine dernière, il y a d'autres valises qui sont sorties. Toujours par le même mode opératoire. Par le même mode opératoire. Pendant ce temps, au Togo, il n'y a pas d'argent. Et quand vous circulez les douanes, à mon les doyas, na moto par jour, nous on m'a pas 100 francs, on m'a pas 200 là, j'ai cité là, nous, appelé 2 vieux. Mais il y a des gâteaux les douanes. Mais il y a des gâteaux les douanes. Et quand vous circulez les Togolais, à moi, on va business, entreprise, on doit liquidité les douanes. L'argent est stocké chez les barons. Il n'y a pas d'argent qui circule dans le pays pour que les gens, les petits entrepreneurs, les débrouillards, les gens puissent vivre. Il n'y a pas d'argent qui circule. Et de par sa fonction, ancien directeur de l'ANR et après ancien directeur de la gendarmerie, il a participé à pas mal des actions. Au service de Faure Gnassingbé, bien sûr. C'est eux qui se croyaient intouchables. La dernière fois, j'ai mis sa photo sur ma page Facebook et j'ai dit bang bang. Et donc, les gens ont dit, ah, il se passe quoi, il se passe quoi. Alors, tonton Massina, il est dans des beaux draps. Il y a eu une perquisition à son domicile, à une de ses résidences. Dans la banlieue de Lomé, il y a eu une perquisition 2 fois, jeudi et vendredi, pas cette semaine, la semaine dernière. Donc jeudi, vendredi, je pense que ça doit être le 4 et le 5, je ne sais plus trop. Il y a eu 2 fois une perquisition dans une de ses résidences dans un quartier de Lomé. Et actuellement, il y a tellement d'informations qui circulent sur lui. Je ne sais pas si il est déjà dans les mains de, je ne sais, de ses patrons, mais toujours est-il que c'est quelqu'un qui est dans le viseur. Si on a fait une perquisition à son domicile, à l'un de ses domiciles, c'est que ça ne sent pas très bon pour lui. Et pourquoi je parle de ce monsieur? Vous voyez la photo qui est sur l'image là? Voilà un gendarme. Un gendarme, quelqu'un qui a fait un officier, un gendarme, qui était directeur de la gendarmerie. Cette photo, je pense que c'est 2020. Voilà, en 2020, voilà ce qu'il fait dans l'enceinte de la gendarmerie. Et pourtant, il sait que l'armée est apolitique. Il sait que les corps habillés sont apolitiques. Et donc, il met une photo, il fait décorer une coccinelle. Dans l'enfance, on appelle cette voiture-là 2 chevaux, c'est ça. C'est la coccinelle. Il décore une coccinelle dans l'enceinte de la gendarmerie et il prend une photo. Oh, mais allons-y fort. Et ça, c'est un militaire. Et ça, c'est un officier. Pour vous donner l'image de ce que c'est que notre armée, ce que nos militaires sont capables de faire. Voilà un officier. Il n'est pas interdit d'avoir une position. Certainement que, bon, il peut avoir un penchant pour le pouvoir, ou bien il peut être du côté du pouvoir. Mais de là à décorer l'enceinte de la gendarmerie, à l'image, à l'effigie de Faure Gnassingbé, et à prendre fièrement une photo à côté de la voiture. Allons-y fort. C'est quand même incroyable pour nos officiers. Mais, bon, connaissant son zèle, voilà ce qu'il est en train de... Voilà. Et donc, Faure Gnassingbé, il vous fait commettre des crimes et il vous tient par des dossiers comme ça. Il vous fait commettre des crimes. C'est ce qu'il fait avec les militaires et il fait avec les civils. Quelqu'un me posait la question avant-hier. Pourquoi ils se font tous prendre de la même manière? Je dis, ils sont cons. Je dis, mais c'est des idiots. Les officiers togolais sont tous sauf des officiers. C'est des idiots. Depuis 20 ans, Faure les arrête de la même manière. Eux tous. D'abord, il les fait commettre des crimes, il les met peut-être dans la drogue, il les met dans les questions de détournement, il en fait pareil pour les civils. Donc, il a des dossiers sur chacun. Et du jour au lendemain, quand tu commences pas à mal parler de lui, il te sort un dossier. On met en mouvement la gendarmerie, le SCRIC, l'ANR, la police. Et puis, on vient te chercher parce que déjà, on n'a plus le temps de te désarmer. Katanga, c'est comme ça qu'on a fait. Faure a pris le temps de désarmer tous les éléments de Félix Katanga dans l'armée. Tous les éléments qu'il a mis à tous les points stratégiques de l'armée. Faure Gnassingbé a pris le temps de les enlever un à un. Félix Katanga voyait comme si le danger ne s'approchait pas de lui. Il était sûr de lui-même. Ces éléments qui étaient à Kaba. À Kaba, c'est vers après Agnier. C'est un centre d'entraînement et d'artillerie.
Ce centre-là était composé exclusivement des éléments de Félix Katanga. On les a mutés tous. Et que c'est quand il s'est assuré, Faure Gnassingbé, qu'il a coupé tous les bras opérationnels de Félix Katanga, qu'il a pris comme un poussin. Il ne s'est rien passé, même un chien n'a pas aboyé. Les Massina, c'est pareil. Et d'autres officiers aussi, c'est comme ça, il va vous liquider là. Et il a toujours fait ça. Mais c'est vous qui avez été à l'école de guerre. C'est vous qui avez été au cours des officiers. Vous êtes tellement idiot qu'un civil arrive à vous neutraliser un à un. Et puis de la même manière depuis des années. Mais s'il faut bomber le torse sur les civils en circulation, vous êtes fort. Nous, à Chouaporo civil, on dit les mots on dit, ah, tu sais qui je suis colonel, tout ça là, vous êtes très fort. Mais devant Faure Gnassingbé, vous êtes des petits toutous. Vous êtes des petits toutous. Et là, le sieur Massina, il est dans de beaux draps, et j'espère que c'est pas trop grave pour lui. Si on en vient déjà faire une perquisition dans un de ces domiciles, c'est que les signaux sont très rouges. Et vous connaissez le rôle que Massina a joué dans l'assassinat d'Agbobli. Vous connaissez ça? Vous savez le rôle qu'il a joué dans l'assassinat de Atuti Agbobli. Vous connaissez ça? Donc, voilà. Donc, il est dans de très beaux draps. Et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens qu'on arrête dans l'anonymat total. Je vous ai parlé de cet officier colonel de la garde présidentielle qui a été arrêté depuis un certain moment. Je ne sais pas s'il est libre, mais qui était gardé à l'ANR. C'est quelqu'un il semble qu'il n'avait, c'est un monsieur sans problème, qui était dans la garde, dans la sécurité présidentielle depuis des années, un homme sans histoire, qui a été arrêté. Il y a des jeunes officiers, capitaines et tout ça qui sont aussi arrêtés. Et donc, ce colonel-là, qui s'appelle Horou, je pense que c'est Horou, H-O-R-O-U, voilà, le colonel qui a été arrêté dans la garde dans la sécurité présidentielle. Il semble qu'au dernier Zévala, il n'est pas aide de camp, mais il est dans la sécurité présidentielle. Au dernier Zévala, il était très présent dans les photos, derrière Faure Gnassingbé, un officier d'une certaine taille, un peu trapu. Je vais rechercher les photos. Donc, il s'appelle Horou, H-O-R-U. Donc, non, H-O-R-O-U. H-O-R-O-U. Voilà, c'est le nom qui serait aux arrêts. Je vous avais parlé de ça il y a 2 semaines. C'est le nom. Et il est aussi à l'ANR, plus d'autres jeunes officiers. Et donc, la situation aujourd'hui est un peu délicate au niveau de l'armée, avec ces arrestations intempestives. Je ne connais pas son prénom, c'est le nom là. Qui m'ont fait remonter des informations, oui, que c'est quand même le procureur, il a une vie privée. Mais ceux qui disent qu'il a une vie privée là, vous oubliez que lui, il tue les gens. Les innocents qu'il défait à la prison tous les jours, les gens qui meurent en prison, il a ça sur la conscience. Lui, on ne parle que de sa vie privée. Et si on devait s'en tenir à sa vie privée, il ne devait pas être procureur. Mais lui, il utilise son poste pour exécuter des ordres en mettant des innocents en prison. Et vous allez remarquer que dans la dernière période, tout ce qu'on arrête au Togo, il y a une infraction qui revient, atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Quand on vous voit faire une petite vidéo pour montrer qu'une école est en délabrement, quand on vous arrête, le procureur dit trouble à l'ordre public, diffusion de fausses informations, atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ce sont les 3 infractions. Tous ceux qui sont en prison. Et on colle l'infraction d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État à des civils, comme si ces civils-là, si c'était des militaires, on pourrait encore comprendre. Des civils, des gens totalement inoffensifs. Des gens qui font juste une vidéo pour montrer qu'un hôpital n'a pas d'équipement, une école est mal construite, il y a de l'eau dans les rues quand il pleut. Vous l'arrêtez et vous lui collez une infraction d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. C'est-à-dire, la personne risque une peine de moins 20 ans. Et celui qui fait ça, vous dites qu'il ne faut pas qu'on l'attaque. Vous dites qu'il ne faut pas qu'on le... Non mais attendez, mais lui il est en train de détruire la vie des gens. Et vous ne voulez pas que lui on puisse l'exposer. Alors s'il est conscient que ce qu'il fait là, il est en train de détruire la vie des gens, alors lui aussi, il va avoir très chaud. Donc, lui, il est notre cible principale. Parce que ce régime-là, il fonctionne par 2 bras séculiers. Le bras de la justice, qui permet d'envoyer des innocents en prison. Donc, beaucoup d'opposants ont sur eux les interdictions, contrôle judiciaire, interdiction de sortie du territoire, tout. Beaucoup d'opposants, beaucoup de journalistes ont eu des problèmes, on a fermé leurs journaux, et ils ont le bras militaire. Donc,
il y a l'armée qui reprime, il y a la justice qui reprime. Ce sont les deux piliers du pouvoir de Faure Gnassingbé. Et donc, le pilier de la justice, tant qu'on a des éléments pour essayer de mettre les gens en difficulté au niveau de la justice, on va le faire. Et donc, ce procureur et tous les juges, le doyen des juges, on va venir sur toi. T'inquiète, monsieur Poutouli, on viendra sur ton cas. Vous tous, magistrats, qui participez à consolider ce régime, à tuer vos frères, à prêter main forte à Faure Gnassingbé pour mettre les innocents en prison, on ne vous laissera pas tranquille. On ne vous laissera pas tranquille. Vous n'aurez pas une seule minute de répit. Et donc, si on a vos dossiers, vous êtes cuits, autant que vous êtes. Parce que vous en faites trop. Pour ce petit pays-là, je ne sais pas combien on vous donne, combien de quoi vous avez besoin, vous en faites trop. Vous en faites trop. C'est vous qui avez étudié le droit. Vous devez être capable de dire à un moment donné, ça je ne peux pas le faire parce que la loi ne me permet pas de le faire. Mais vous détruisez la vie des gens tous les jours. Et puis, la manière dont on colle de façon massive l'infraction d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État à tout individu qu'on arrête, ça prouve que le pouvoir a un problème de légitimité. Dès qu'on arrête une petite souris, on dit atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Un cafard, atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Il y a plein de jeunes qui sont à la prison, qui n'ont absolument rien fait de dangereux. Eux tous, on leur a collé l'infraction d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ils ne sont même pas des militaires. Ils ne disposent même pas d'une arme. Ils n'ont même pas un couteau. Et c'est ce procureur-là qui fait ça. Et les gens veulent qu'on le regarde tranquillement. Les gens sont en train de mourir en prison. Amo les gakpa me les coués. Tigre Révolution, toi, ame 10 patakou le wame. Les jeunes de Tigre Révolution, il y a 10 qui sont morts. Ils sont à la morgue. Quand on dit ces choses-là, vous pensez que c'est de la blague. Parmi le groupe de Tigre Révolution, il y a 10 qui sont morts. Les corps ne sont même pas encore rendus à la famille, aux familles. Ils sont à la morgue. Depuis qu'on est 2017-2018, Mobolo, Tigre Révolution, ame 10 pata, ame pata, oku le wame. Les prisons. Ils sont morts de leurs conditions de détention. Ils sont dans le froid à la morgue. On les quasi, mais les morgues. Les loups, mais les fous. On peut sortir les parents ont été dit. Parce que les parents ont refusé de prendre les corps. Les corps sont à la morgue. Qui sont ceux qui les ont mis en prison? C'est les procureurs, les doyens des juges. Amédis, Américain et Tonika, Amédis, au cours des vieux, mais bon, avec Peter Balélé, il y a d'autres qui sont malades. Donc, c'est une mort lente. C'est une peine de mort. Les gens sont en train de mourir à petits coups en prison par la faute de ces gens-là. Et vous pensez que nous, on va rester les bras croisés pour les voir tuer les gens à petits coups. Et eux, ils vont être tranquilles dans leur maison. Mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Parce qu'avec les coups, ils ont de la famille. Ceux qui meurent, ce sont des enfants des gens, ce sont des parents des gens. Les Aziz Goma, là, vous avez vu dans quel état il est? Vous avez vu dans quel état il est? Omolou, vous avez vu dans quel état il est? Jean-Paul Omolou. Les Sativi, vous avez vu dans quel état ils sont? Les Affectio, vous avez vu dans quel état ils sont? Qui sont ceux qui exécutent les ordres illégaux en mettant ces gens en prison? Ce sont les procureurs, ce sont les juges. Et ces gens-là, tant qu'ils ne vont pas prendre conscience qu'à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent d'envoyer les innocents en prison, mais il faut qu'on les combatte au même niveau que le régime. Et ça, ce serait sans cadeau. Donc, procureur, tu as encore le temps de réfléchir. Nous, on n'est pas pressés. Tu as encore le temps de réfléchir. Parce que, à un moment, mais les coups, les prisons. Les gens meurent en prison. Je ne parle pas des délinquants ordinaires. Je ne parle pas des petits voleurs. Je parle des gens qui ont exprimé leur désaccord par rapport à la gouvernance du pays. Ce n'est pas un crime. Vous les mettez en prison. Comment ça s'appelle la sage-femme Grace Koumaï qui a été déférée le même jour qu'elle a été présentée au procureur. J'ai lu des gens qui disaient qu'elle est retournée au SCRIC. Il n'en a jamais été question. Le jour qu'elle a quitté le procureur, elle est allée directement à la prison civile de Lomé. Et elle y est détenue jusqu'à il y a 2 jours où elle a fait une crise. Et elle a été évacuée au Cabanon. Actuellement, elle doit être au Cabanon pour recevoir des soins parce qu'elle a fait une crise en son lieu de détention, c'est-à-dire à la prison civile de Lomé. Alors,
Donc, moi, j'ai une pensée pour tous ceux qui sont en prison, les Homolous, les Tigres Révolution, Affectio, tous les jeunes, les Sativi, tous ceux qui ont été arrêtés dans la dernière période et qui sont en train de passer des moments assez difficiles à la prison civile de Lomé. Et je rappelle que cette dame-là, selon mes informations, Madame Grace Koumaï, elle serait enceinte. Et donc, et ça, si c'est le cas, c'est extrêmement grave. Je pose la condition. Si c'est le cas, c'est extrêmement grave pour le procureur, parce que ce procureur a déjà eu à déférer une dame avec son enfant à la prison civile de Lomé. Et il a fallu que les réseaux sociaux dénoncent ça pour que les gens aillent récupérer l'enfant. Et maintenant, il fait déposer une femme enceinte. Si c'est le cas, je pose la condition, parce que j'ai appris qu'elle est enceinte. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle aurait fait la crise et qu'elle est au cabanon. Et donc, je rappelle, M. Mahama Talaka a un minimum d'humanisme. Parce que j'ai l'impression que il prend tellement son rôle de procureur d'Enyasingbe au sérieux que il se croit à l'abri de toutes choses. Donc, il est devenu totalement inhumain. Je vous ai dit ici que si quelqu'un se comporte comme ça, c'est sûr que le régime ne tient pas quelque chose. Je vous ai dit ça. J'ai parlé de cette vidéo-là, de cette vidéo qui a circulé à l'époque avec cette jeune dame-là. Et je sais que c'est la vidéo la plus recherchée aujourd'hui à Lomé. Je sais que beaucoup de gens sont à la chasse de cette vidéo-là. Et j'ai entendu pas mal de commentaires. Et je sais que, bon, voilà, je ne vais pas en dire davantage. Mais je voudrais dire à monsieur le procureur Mahama que il est encore temps pour lui de sauver un peu le peu de dignité qu'il aurait. C'est vrai qu'en 2003-2004, il a eu des soucis. Je ne sais pas si l'affaire des Colombiens, trafiquants de drogue, lui rappelle quelque chose. Voilà, ces Colombiens-là qui ont été arrêtés avec des quantités de drogue à l'époque, c'est lui qui a eu à gérer cette affaire-là. On sait les ennuis qu'il a eu après. Peut-être que c'est ça qui fait qu'il est très aligné sur les ordres de Nyasingbe. Mais il faut qu'il sache que le monde est en train d'évoluer. Les événements sont en train d'évoluer. Les choses peuvent évoluer de manière incontrôlable. Et donc, il a intérêt à mettre beaucoup d'humanisme dans les actions qu'il pose. Mais de toutes les façons, c'est à lui de savoir choisir la porte de sortie. Il est celui qui décide au parquet. C'est lui qui fait les réquisitoires, qui donne des peines que le juge tranche après. Mais nous allons juste lui dire, il a encore le temps de réfléchir à sa fonction. S'il veut rester procureur ou s'il est intelligent, il peut sortir par la grande porte avant que nous on le pousse dehors. Parce que d'une manière ou d'une autre, on va te pousser dehors, monsieur Talaka Mahama. On va te pousser dehors. C'est-à-dire qu'il arrivera un moment où les Nyasingbe ne vont pas te garder. Il arrivera un moment où il faut Nyasingbe qui te donne les ordres là. Il ne trouvera plus d'utilité de te garder. Et ce moment-là va arriver. Donc, c'est une question de... Nous on a le temps. Tu as la montre. Donc, on a le temps. Donc, c'est à toi de choisir. Si tu es intelligent, tu peux aller déposer ta démission maintenant et libérer tous les prisonniers politiques. C'est toi qui les as déposés à la prison. Tu peux aller faire la démarche pour libérer les gens. Mais si tu t'entêtes là, c'est toi qui seras le plus humilié au moment venu. Et ce moment-là, c'est demain, c'est après-demain, c'est dans 2 jours, c'est dans 3 jours, c'est dans 1 semaine. Donc, nous n'avons pas à te dire ce que le bon sens recommande. Mais nous avons juste à t'informer que si tu continues sur cette voie-là, ça te sera très dur. Donc, impact. Donc pour eux, quand on s'engage dans l'armée, on est fidèle à la famille Nyasingbe. Et donc, il faut d'une manière ou d'une autre qu'on essaye de dire à l'armée, il est temps que l'armée soit du côté du peuple. Et donc, ce sont les leçons que nous devons tirer de Madagascar. Et ce sont les mêmes leçons qu'il y a eu avant au Népal. Quelle que soit la situation, à la dernière minute, même si ça part en couille, l'armée est la seule structure organisée dans un pays pour reprendre les choses et mettre de l'ordre. Donc, partout, aujourd'hui,
toutes les dictatures sont en danger, même si les contextes ne sont pas les mêmes, même si les situations politiques ne sont pas les mêmes, même si les situations sont particulières à chaque pays. Toujours est-il que le point commun, c'est que les gens n'en peuvent plus de ces régimes corrompus, ces régimes qui s'enrichissent, ces régimes qui privent les citoyens de tout, ces régimes où les barons s'enrichissent, ces régimes où les jeunes n'ont pas d'avenir. Et donc, cette génération Z qui est en train de faire un effet domino pratiquement dans tous les pays, va finir par emporter ceux qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités en engageant des réformes politiques et qui permettent aux gens de souffler un peu. Sur le cas de Madagascar, ce président qui était assez autiste, qui était sourd, totalement sourd, quand il a senti venir le danger, c'est comme les dictateurs, ils ont toujours un quart d'heure de lucidité. Il s'est rendu compte qu'il faisait fausse route. C'est lui-même qui vient maintenant faire un discours pour dénoncer la corruption. Il dissout le gouvernement et il demande à la population de lui donner 1 an pour faire les réformes. Et s'il n'arrivait pas à faire les réformes, il va démissionner. Mais le peuple lui a dit, mon frère, c'est trop tard, il faut que tu partes. Dessous trop tard, et c'est ce qui lui est arrivé. L'autre leçon à tirer aussi de ce qui se passe à Madagascar, où actuellement le président est caché en train de négocier sa fuite, c'est qu'il est seul. Il est seul. Donc, tous ces courtisans sont à la merci des populations. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Ceux qui s'acharnent, ceux qui s'investissent au-delà de leur force pour soutenir Faure Gnassingbé au Togo, le jour où ça va chauffer, Faure Gnassingbé partira seul. Avec son hélicoptère, il négociera pour partir seul. Et vous serez livré à la population. Et la colère de la population va s'abattre sur vous. Et c'est ce qui se passe actuellement à Madagascar. Aujourd'hui, ce président qui était si puissant, il est caché avec le dernier carré de ses fidèles en train de négocier la fuite du pays. Et ses partisans sont en train d'être visités un à un par les jeunes qui ont fait la révolution. Et ça, on ne peut pas empêcher ça. Et donc, ceux qui aujourd'hui sont là un peu partout sur les réseaux sociaux en train de dire c'est fort ou rien, d'insulter les gens, d'attaquer les gens, de dire que le Togo ne va jamais changer, vous serez surpris par les événements. Et ce jour-là, vous serez seul face à votre destin. Faure, lui, il trouvera toujours le moyen de partir. Il montera dans un hélicoptère, il partira. Mais vous, qui êtes les fidèles soutiens, vous qui attaquez tous ceux qui disent aujourd'hui il faut que le Togo change, la population va s'occuper de vous. Et ça, c'est une constance de l'histoire. Et elle est infaillible. C'est une constance de l'histoire. Toutes les révolutions se sont terminées ainsi. La dictature, c'est un métier à risque. Les soutiens de la dictature aussi sont des gens à risque. Être dictateur, c'est un métier à risque. Être un soutien à un dictateur, c'est aussi un métier à risque. C'est-à-dire, le jour où le dictateur tombe, vous tombez ensemble. À la limite, le dictateur peut fuir, mais vous, les gens peuvent se décharger sur vous. Et donc, voilà les leçons que j'ai attirées des événements de Madagascar. Et ça, c'est une leçon de l'histoire. Ce n'est pas seulement Madagascar. Dans tous les pays où les régimes de ce genre sont tombés, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, le Togo ne dérogera pas à la règle au moment venu. Et donc, voilà. Merci à Thomas. Merci infiniment pour avoir consacré un peu de ton temps pour être dans notre live. Et je te souhaite bon retour sur Paris. Merci. Une femme qu'on a arrêtée à Bafilo, elle était en train de téter son enfant. J'oublie même encore son nom. Je pense que c'est Leïla. Elle avait un enfant, elle tétait son enfant. Une jeune dame.